l'économie sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, une crise humanitaire en plein cœur de l'Europe. L'Ukraine inquiète une fois de plus. Ce sont près de 200 000 personnes qui sont directement menacées par la faim. Un cauchemar qui s'ajoute aux difficultés politiques, militaires d'un pays à l'économie toujours sous perfusion internationale. Quelles sont les actions menées sur place? On y revient juste après un point sur la Grèce et le paquet de réformes annoncé hier par Athènes. Et puis gros plan également sur le tourisme en Israël. Lourde chute en janvier, moins 16% pour le nombre de visiteurs dans le pays. Le conflit de l'été dernier laisse-t-il encore des traces sur le secteur? Baisse de fréquentation pour les touristes russes, hausse en revanche pour les Français. Lionel Bobot viendra nous expliquer ces tendances contradictoires. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Tour du monde avant tout cela de ce qu'il faut retenir de l'actu éco. On reparle d'abord du projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Et face à l'hostilité croissante au sein de l'opinion européenne vis-à-vis d'un accord, le ministre allemand de l'économie, Sigmar Gabriel, en compagnie, vous le voyez, de la commissaire européenne au commerce, a tenté de convaincre hier à Berlin de l'importance, selon lui, économique et stratégique d'un tel traité pour le vieux continent. Priorité, lever les doutes sur l'emploi, sur les normes et règles commerciales et bien sûr la question des systèmes d'arbitrage pour régler les litiges entre investisseurs et États. Nous avons besoin de protéger les investissements et nous avons besoin d'un système moderne de protection des investissements qui garantit l'indépendance, le contrôle public et les chances lors des appels. Et aux États-Unis, l'affaire pourrait sembler irréelle. Il ne reste que 4 jours de financement au ministère de la Sécurité intérieure, dont le budget dépend de l'approbation du Congrès, dominé par les Républicains. Congrès qui entend forcer Barack Obama, démocrate, à renoncer à la régularisation de plusieurs millions de clandestins. En attendant, ce sont 240 000 employés qui seront renvoyés chez eux ou contraints de travailler sans être payés, faute de fonds fédéraux. Sans salaire, ces personnes ne seront pas en mesure de dépenser dans vos États. Il y aura un impact direct sur votre économie, mais aussi sur la sécurité nationale de l'Amérique, parce que leur travail contribue à nous maintenir en sécurité. Et vous savez que nous ne pouvons pas nous permettre un jeu politique autour de notre sécurité. Le Brésil passe à l'action. Joachim Levy, le nouveau ministre des Finances, entend bien convaincre opinion et investisseurs. Après un épisode de récession l'an dernier, Brasilia veut renouer avec la croissance tout en assainissant ses finances publiques. Plus de 6 milliards de dollars d'économies annoncées, prestations sociales, retraites. Le patron du Trésor veut des réformes, elles sont sans doute impopulaires, pour remettre sur les rails la 7e économie mondiale d'ici l'an prochain. Ce que nous devons faire maintenant, c'est travailler très dur pour faire voter les lois après beaucoup de dialogue. Car l'année prochaine doit être une année de croissance où le Brésil aura l'occasion de prouver au monde qu'il est capable de peser sur la scène mondiale. Allusion bien sûr, on l'a compris, au JO de Rio l'an prochain. Le Moyen-Orient à présent et la brouille qui se poursuit en Irak entre Bagdad et la région kurde autonome. Le Premier ministre irakien menace de ne pas verser l'ensemble du budget prévu en faveur d'Erbil si les Kurdes ne livrent pas la quantité de pétrole convenue entre les deux parties. 550 000 barils quotidiens. Les fonds, eux, sont bloqués depuis plus d'un an. La région kurde n'a pas livré la quantité de pétrole convenue. Or, le gouvernement autonome est pleinement engagé. Notre principale source de revenus étant le pétrole, comment pourrions-nous les payer s'ils n'en fournissent pas ? Voilà, et côté kurde, on accuse Bagdad de ne pas honorer ses engagements. Et non loin de là, en Syrie, on notera l'optimisme de Damas quant aux récoltes de blé pour cette année. Les fortes précipitations devraient permettre de renforcer les réserves, tout comme le contrôle plus large du pouvoir sur les terres agricoles. Pas d'importation prévue, en tout cas à court terme. Les récoltes de l'an dernier étaient correctes, mais cette année, elles seront abondantes parce que les pluies ont été excellentes et les terres cultivables sont beaucoup plus vastes. Cette année, il n'y a aucune crainte pour le blé. Les importations de pétrole se poursuivent malgré la baisse des cours grâce à la ligne de crédit iranienne. Les champs pétroliers syriens sont dans des zones de combat, donc nous n'en profitons pas. Sinon, nous serions autonomes et pourrions même en exporter. Et puis en Israël, c'est sans doute la conséquence de ce que nous vous disions hier. Sur fond de déflation et de shekel toujours plus fort, la Banque d'Israël a annoncé hier qu'elle baissait son taux directeur de 15 points à 0,1%. Première baisse donc en 6 mois. Et sachez aussi que le taux de chômage recule en janvier à 5,6% contre 5,7% en janvier.
On évoque à présent la Grèce, suite hier soir du feuilleton avec la remise par le gouvernement de Tsipras des réformes promises pour obtenir une prolongation du financement de la part du FMI, de Bruxelles et de la BCE. Bruxelles justement qui estimait ce matin que les nouveaux engagements d'Athènes constituaient un point de départ valide. La Commission, la BCE et le FMI sont aujourd'hui en train d'évaluer cette liste et nous ferons un premier point pour savoir si elle est suffisamment complète pour être un point de départ valide. Je pense que les Grecs sont sérieux, mais ce ne sera pas facile. C'est juste une première étape. Cette liste n'est qu'une indication du genre de réforme qu'ils aimeraient mettre en place. Voilà, rien n'est joué officiellement. Athènes espère 3,5 milliards d'euros et promet de s'attaquer à la corruption. En ligne avec nous, Ben Amoyal, bonjour. Bonjour. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors le gouvernement grec veut combattre l'évasion fiscale et la corruption. Est-ce que ce n'est pas par là finalement qu'il aurait fallu commencer dès le début, il y a 4 ou 5 ans? Effectivement, c'était vraiment par là qu'il fallait commencer quand vous avez un pays où il y a un taux de corruption qui est hyper élevé, ou de l'évasion fiscale, et que en fait vous vous rendez compte que la base sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour prélever impôts, etc., et pour pouvoir faire des dépenses, parce qu'il y en a, et que cette base s'amoindrit parce que personne ne paye d'impôts ou très peu, qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale et de la corruption, vous vous rendez bien compte que pour assainir les finances, c'est bien par là qu'il faut commencer avant toute autre chose. Oui, bien sûr. Et vous pensez que ces mesures, ces réformes, elles parviendront, alors d'une part à satisfaire Bruxelles, qui n'entend pas céder visiblement sur grand-chose, et puis bien sûr à ne pas trop décevoir les électeurs de Syriza, à qui on a tout de même promis la fin de l'austérité il y a quelques semaines? Alors sur la partie, je dirais que sur la partie corruption et évasion fiscale, effectivement, je dirais que c'est plutôt quelque chose de moral, parce que c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer. Donc bien sûr, ça va faire plaisir à Bruxelles, mais ce que Bruxelles attend surtout, ça va être, je pense, aussi des réductions de dépenses. Alors là, qu'est-ce qui va se passer avec le parti Syriza et les électeurs qui ont voté pour Syriza? Ça va être notre ami Tsipras qui va devoir faire passer la pilule à son peuple en expliquant qu'il n'y a pas d'autre solution sans l'Europe. Je pense qu'il aura déjà bien fait passer le message, et que on va devoir rogner sur certaines choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et on en avait parlé déjà il y a quelques temps, c'est que la Grèce obtiendra plus que ce qu'elle avait demandé. Ouais. Ça, c'est évident. Merci Ben Amoyal pour ces explications. On signale aussi que la bourse d'Athènes s'envolait à la mi-journée, plus 8%, avec les taux d'emprunt grecs à 10 ans reculés, eux, sous la barre des 9%, un vent d'optimisme donc du côté d'Athènes. Et une plongée à présent dans le bourbier ukrainien. 1 an de guerre civile, une économie toujours sous perfusion internationale, toujours au bord aussi de la faillite. On s'intéresse aujourd'hui au sort des populations situées à l'est du pays. 190 000 personnes dépendent désormais de l'aide du programme alimentaire de l'ONU pour se nourrir. Une situation inouïe pour un pays qu'on a longtemps surnommé le grenier à blé de l'URSS. Les détails avec Johanna Citruc. Quitter sa maison, sa vie et chercher un abri pour se protéger des combats. C'est devenu le quotidien des habitants de l'Est de l'Ukraine. Des personnes démunies de tout. La situation humanitaire est telle que le PAM, le Programme alimentaire des Nations Unies, a décidé d'intensifier son opération d'urgence. Son objectif, nourrir près de 190 000 personnes, en priorité les plus vulnérables. C'est une goutte d'eau, les besoins sont immenses. Maintenant, nous préparons des stocks de nourriture en espérant que le cessez-le-feu va tenir et qu'on pourra atteindre 60 000 personnes près de la ligne de front. Dans un premier temps, des aliments tels que du riz, des pâtes ou des conserves seront distribués pour les besoins urgents. Ensuite, le PAM entamera la répartition de coupons alimentaires. Car même si dans certaines zones des produits sont toujours en vente, leur prix a augmenté de façon drastique. Des hausses qui atteignent 80% sur un an. C'est notamment le cas de la viande et du fromage. Comment est-ce possible qu'un pays qui était aussi riche que le nôtre n'arrive plus à se nourrir et soit dépendant des autres pour le faire ? Depuis août 2014, le PAM est déjà venu en aide à quelques 50 000 personnes. Montant de l'opération, 21,5 millions de dollars. Mais pour maintenir son assistance jusqu'en juin, le programme a besoin de 9 millions supplémentaires. Une aide qui s'ajoute à un plan global de refinancement du pays. Au total, la communauté internationale devrait débloquer quelques 40 milliards de dollars, de quoi soutenir l'économie ukrainienne, paralysée par près d'1 an de conflit. Une aide qui s'accompagnera de mesures d'austérité.
Le tourisme, comme promis, on y vient, moins 16%, je vous le disais en titre, pour le nombre de visiteurs étrangers en Israël au mois de janvier. Et au-delà des considérations politiques, sécuritaires, c'est la chute du rouble qui explique en grande partie ce chiffre. Bonjour Lionel Bobot. Bonjour David. Consultant expert en tourisme. Alors ces chiffres, d'abord, il faut savoir que les touristes russes représentent quand même le deuxième groupe, c'est ça, de touristes en Israël. Tout à fait. Plus de 500 000 Russes par an viennent en Israël avec énormément de vols entre Israël et la Russie. Mais malheureusement, aujourd'hui, la Russie est complètement touchée par la chute du rouble, ce qui fait que les touristes ont déserté Israël. Ouais, on ne parle pas encore de crise. Non, mais quand même, par exemple, l'exemple d'Eilat, à peine vendredi dernier, heureusement, et on va en reparler pour les touristes français, mais les touristes russes ont déserté énormément Israël. On parle de plus de 1000 touristes russes par semaine qui manquent par rapport à l'année dernière. Alors, ce qui est peut-être étonnant, c'est qu'à l'inverse, les prévisions sont au beau fixe pour les touristes français. Oui, d'excellents chiffres avec le tourisme français. J'ai interrogé notamment un énorme tour opérateur qui est parti en Israël, qui parle de plus 30%. Donc il y a une vraie poussée au niveau du tourisme français. Ouais. Et c'est pas contradictoire, vous pensez, avec la tendance, en tout cas ce qu'on attend peut-être une alia massive, une émigration massive des Juifs de France vers Israël. Ça ne contredit pas? Non. En fait, ce qui se passe déjà, il ne faut pas oublier que le tourisme français... pour partie, ce sont des gens qui ont annulé en fait cet été avec la crise de Gaza et qui viennent en Israël maintenant. Ouais. Il y a les vacances de février. Évidemment, c'est plutôt Eilat qui est le point phare pendant les vacances de février. Ce qui s'est passé tout simplement, à la fois il y a eu un report, à la fois il y a eu des promotions dans les hôtels. Donc c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, le marché israélien, les hôtels ont décidé d'attirer aussi ce public-là. Ouais. Et donc je dirais qu'en plus de ça, je pense que les événements quand même qui se sont passés dernièrement en France font qu'à l'inverse, les Juifs de France ont décidé de choisir plus la destination Israël. Ouais. Alors les prix justement, hôtels et vols, est-ce qu'on constate que globalement ils sont en recul à cause justement de ce semblant de crise, de ces chiffres un peu décevants? Alors oui, sur Eilat, clairement, on a vu des promotions à 800, 900 euros la semaine, package compris avec vol et tout ça. Donc pourquoi? Parce que tout simplement on avait les touristes russes qui remplissaient les hôtels à Eilat, ce n'est plus le cas. Donc toutes les chaînes, que ce soit Fatal, Israël, ainsi de suite, font de la promotion et ont compris que le seul potentiel, c'était sur le marché français. Et c'est une tendance qui va se poursuivre, d'après vous, tout au long de l'année, l'été prochain aussi? Alors, ce qui se passe sur cette tendance-là, c'est vrai que Pessar s'annonce bon, mais attention par rapport aux 2 dernières années, Pessar ne tombe pas pendant les vacances scolaires. Donc, en fait, il y aura et les vacances scolaires et Pessar, mais les chiffres sont dans les mêmes tendances. Ce qui se passe aussi, c'est que cet été aussi, on attend beaucoup de monde. Il faut savoir aussi qu'il y a l'arrivée des e-jets à partir d'avril aussi. Alors justement, est-ce qu'au niveau de la tendance globale pour l'année, est-ce qu'il y a un espoir de se rapprocher du record de 2013? Alors, sur les chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à la fois une vraie poussée au niveau des touristes français, mais malheureusement, le marché russe, comme on l'a dit, était le deuxième marché. Il faut savoir que les États-Unis sont les premiers avec 650 000 par an, 500 000 touristes russes et 300 000 Français. Donc, même s'il y a une poussée française, le marché russe pèse là-dessus. Par contre, on peut avoir peut-être avec le marché chrétien qui correspond à 50% du marché, une croissance. Merci beaucoup Lionel Bobot pour ces explications. On passe tout de suite au Media Watch. Et des pratiques bien peu recommandables pour entamer la revue de presse éco du jour. Le scandale vient une fois de plus de l'ONG Oxfam. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Oxfam qui accuse plusieurs banques françaises de spéculer sur la faim. Oui, pour le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Déjà en 2013, Oxfam avait accusé plusieurs banques françaises de spéculer sur les matières premières agricoles. Comment? En créant ce qu'on appelle des fonds indiciels. Un fonds indiciel, c'est en quelque sorte un fonds de placement. Sa particularité, c'est que sa composition doit être le plus proche possible de celle d'un indice boursier, comme par exemple le CAC 40 ou le S&P 500. Le problème, c'est que selon Oxfam, ces outils sont purement spéculatifs et ils créent une demande artificielle sur le marché agricole. Et une hausse de la demande, ça entraîne forcément une hausse des prix. Alors, à la suite de cette accusation, il y a 2 ans, plusieurs banques s'étaient engagées à limiter cette spéculation. Des engagements pas toujours respectés, puisque d'après le rapport publié lundi par l'ONG, donc Oxfam, 3 groupes bancaires possèdent toujours ces fameux fonds indiciels. Il s'agit de BNP Paribas, de la Société Générale
et de la BPCE via sa banque de financement Natixis. Et d'après Oxfam, eh bien, le montant total des fonds gérés par des établissements français et exposés aux matières premières agricoles s'élève au moins à 3,5 milliards d'euros. Ouais, suffisant pour être souligné. Et puis on parle, Johanna, de ce nouveau billet de 20 € présenté ce mardi par la BCE. Oui, après un billet de 5 € et celui de 10 €, c'est au tour du billet de 20 € de faire peau neuve. Il a été révélé donc ce mardi par le président de la BCE, Mario Draghi. Et comme ses prédécesseurs, eh bien, il comporte des signes de sécurité supplémentaires par rapport à la coupure qui est actuellement en circulation. L'objectif étant évidemment de limiter les contrefaçons, puisqu'en 2014, le nombre de faux billets en euros saisis a augmenté de 25% par rapport à 2013. C'est d'ailleurs le billet de 20 € qui est le plus contrefait. Il représente 60% des faux billets interceptés par les autorités européennes. Il y a une date de mise en circulation ? Alors, il sera mis en circulation à partir de l'automne 2015. En attendant, la BCE a tout de même souhaité présenter ce nouveau billet aux Européens grâce à un jeu sur Internet, un jeu qui reprend en fait le principe du Tetris et qui permet, en tout cas pour les meilleurs, de prévisualiser ces fameux signes de sécurité. Et selon le site, certains gagnants seront récompensés d'un nouveau billet de 10 € scellé dans un bloc acrylique transparent. Rien que ça, donc avis aux amateurs. Sympathique, merci beaucoup Johanna, et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur iTunes News avec Apple notamment qui sera au programme et l'info continue. Restez avec nous.